Concertina ont le plaisir de recevoir pour clore cette série de grands entretiens Juan Ignacio Tula. Bonjour. Bonjour. Alors il y a les chanceux, ceux qui vous ont découvert vendredi soir dans une performance exceptionnelle, hypnotique, lancinante, poétique. Chacun va pouvoir trouver les adjectifs qu'il a envie d'accoler à ce spectacle. Vous, au centre de votre roue cire, une sorte de cercle métallique dans lequel vous glissez, vous dansez, vous tournez. Vous l'emmenez cette roue dans votre tournoiement, à moins que ce soit elle qui vous emmène dans le sien. En fait, on a surtout l'impression d'un vrai partenariat entre l'objet et votre corps. Aujourd'hui, nous changeons de décor, nous sommes ici sous ce chapiteau, et nous changeons de médium. Plus de roue, c'est votre voix, vos mots, votre pensée, votre expérience que nous avons envie de découvrir, même si quand même la voix n'est jamais très loin du corps. Petit portrait pour commencer en 2 lignes. Vous êtes argentin, circassien, et vous arrivez en Europe par l'Italie où vous suivez une école de cirque avant de rejoindre votre Graal, l'École nationale de cirque de Châlons en Champagne. Vous êtes arrivé en France en 2012. Avant cela, il y a toute une vie en Argentine, une enfance, une adolescence, dont on parlera plutôt en fin de cet entretien. Ce que j'ai envie de dire, pour faire une toute petite touche sur votre passé, c'est que cette touche artistique, vous l'avez depuis toujours, vous avez été danseur, le tango a fait partie de votre vie. Et alors cette roue cire, ce grand cercle, une espèce, pour les gens qui ne l'ont pas vu, une espèce de hula hoop géant en métal qui pèse 15 kilos et que vous faites tournoyer au votre corps. La première question qui me vient, c'est est-ce que quelque part, l'enfermement, puisque c'est le thème de Concertina, a un lien avec ces trous. Et pourquoi ce choix d'agrès? C'est 2 questions en une, ce qu'on ne devrait jamais faire. J'essaie de répondre. Alors, cet agrès, moi, j'ai commencé à pratiquer ça c'était 2010. Et du coup, moi, j'ai trouvé une sorte d'amour, de passion dans le fait que cet agrès, il s'agit de tourner. Et moi, quand j'étais tout petit, j'ai passé mon temps à tourner sur moi-même. Comme un derviche, mais déjà c'était un sorte de jeu d'enfance. Et du coup, j'ai trouvé une sorte d'amour avec cet objet parce que ça me permettait de faire ça, mais en même temps, ça me permettait de faire de l'acrobatie et ça me permettait aussi de danser. Et comme tu as dit, parallèlement à ma pratique acrobatique, j'ai beaucoup dansé de danse contemporaine, de Lindy Hop Swing et de tango. Et du coup, c'était une sorte d'élément qui permettait un peu d'unifier tous ces différentes pratiques. Et du coup, voilà, j'ai commencé ça en 2010. J'ai fait dans mon travail plusieurs types de recherches avec cet objet pour essayer toujours d'amener cet agrès dans un autre endroit, dimension, de sortir des cadres conventionnels de ça. Et c'était, du coup, là, pour revenir sur Instant T, la pièce que certains de vous, vous avez peut-être vue, je commençais à travailler tout un travail autour de Dervish Turner. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, c'est une danse soufie turque où on tourne. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai commencé à développer une recherche autour de ça. C'était en 2000, je commençais à chercher ça en 2015 et en 2018, j'ai créé Instant T. Cette solo que vous avez vu. Et oui, effectivement, il y a un rapport à l'enfermement, mais c'est un enfermement qui n'était pas tout à fait conscient au début. Ouais, tout à fait conscient. En fait, dans cette pièce, il y a une espèce de hommage à ma grand-mère qui était complètement religieuse, évangéliste, spiritiste avant. Du coup, il y avait plein de choses qui sortaient de moi, mais que je n'arrivais pas à exprimer et qui sont apparues à travers le corps, à travers le geste. Et notamment cette fait de m'enfermer avec la roue, c'est quelque chose que j'ai compris après à travers des retours des gens qui venaient me dire ah oui, effectivement, tout enferme. Et donc, c'était assez intéressant pour moi dans le sens que j'ai vécu une histoire d'enfermement entre mes 16 et 18 ans. Moi, j'étais placé dans le centre de désintoxication des drogues. Donc, j'étais adolescent. C'était une sorte de... On va dire, pour moi, c'était une injustice. Moi, je n'avais pas de problème de drogue, mais j'étais obligé à faire ça. Et du coup, oui, je me suis retrouvé à
à devoir respecter pendant 1 an, 8 mois des règles hyper strictes dans un cadre où tu es tout le temps observé, soit par le cadre de la famille, soit par les gens, même au lycée. Tu vois, au lycée, tout le monde sait que tu es en désintox, tout le monde peut juger sur toi. Il y a cette cadre d'enfermement. Mais alors justement, puisqu'on a beaucoup parlé d'enfermement, c'est un enfermement un peu perverti dans le sens où vous allez dans ce centre de désintoxication la journée, vous pouvez rentrer chez vous le soir, donc on pourrait dire c'est un enfermement moyen, et pourtant l'enfermement est presque plus mental, c'est ça que vous êtes en train d'essayer de nous dire? Ouais, c'est un enfermement étrange parce que parfois, c'est déjà ces 12 règles. En fait, il y a plein de choses. Moi, là, quand j'écoutais différentes discussions, le film qui est passé vendredi, sur le côté où tu as 12 règles à respecter, pas se droguer, pas boire l'alcool, pas être en contact avec des gens qui consomment des drogues, pas voir des films qui stimulent la drogue, pas écouter une musique qui stimule la drogue, qui parle des drogues, pas se réveiller avant 9h, se coucher avant 10h. Comme ça, il y a plein de règles, ils sont 12. Il faut absolument pas, on va dire, il faut respecter les règles. C'est presque infantilisant parce que vous êtes quand même un adulte à ce moment-là, un jeune adulte, et on vous donne des règles presque infantiles. C'est des règles complètement un peu absurdes, mais voilà, il faut les suivre, mais vraiment très correctement jusqu'au moment que tu peux avoir des permissions. Donc là, ça rejoint un peu aussi d'autres cadres d'enfermement parce que donc tu peux demander d'aller à un bar ou sortir voir des copains un jour. En fait, du coup, tout c'est assez cadré. Ouais, c'est un enfermement étrange parce que même tu es dans l'espace public, mais tu te sens constamment observé. Et du coup, c'est vraiment... C'est presque un enfermement de votre personnalité, c'est-à-dire que vous devenez le toxico pour l'ensemble des gens qui vous entourent. En fait, on vous enferme dans ce rôle-là que oui, vous n'avez pas. En fait, tu es livré au jugement assez vite. Tout de suite, tu racontes ça à n'importe quelle personne. Et tout de suite, il dit ah ouais, du coup, il s'est fait plein de drogues ou non, je sais pas. Il y a le jugement. Du coup, parfois, c'est un peu compliqué, même dans le cadre de la famille. Tu vas manger quelque part et tu sens le jugement, même. C'est assez. C'est un enfermement comme tout enfermement. C'est dur à. Ouais, surtout quand tu as 16 ans, c'est un peu quand même quelque chose de pas évident. Venir en Europe, à part ce rêve de participer à cette école de cirque en France, est-ce que c'est aussi un moyen de se libérer de cet enfermement? C'est un acte de liberté? Oui, je pense qu'il y a eu un peu ça en fait. Moi, j'avais fini ça à mes 18 ans et je suis parti 16-18 en centre de désintox. Et du coup, je suis arrivé en Europe à 22 ans. Donc, je pense qu'une partie de moi, c'était bon. J'ai clôturé ça, j'ai fini ça, on va dire proprement. Je suis sorti, m'ont donné la sortie, je ne me suis pas échappé de cette histoire. Et du coup, je crois qu'une partie de moi a choisi de se libérer vraiment en quittant cet pays. Quoi. Et ça a été réussi? C'était une liberté retrouvée? Ouais. Après, cette histoire, il va me poursuivre un peu malgré moi. Tu vois, il n'y a rien que dire que dans mon propre travail, il apparaît inconsciemment qu'aujourd'hui, je conscientise ça. Et même, on a fait une autre création qui s'appelle Tiempo avec Justine Bartillot, où on avait une roue de 3 mètres de diamètre. Il y en avait un porte-vêtements, un frigo, une chaise. Et nous, on faisait tourner ça pendant 1 heure. Maintenant, j'ai fait une nouvelle création qui s'appelle Sortir par la porte, une tentative d'évasion, qui va sortir en 2025. Et qui est pareil, aborde ces sujets-là, mais avec un auteur guinéen qui écrit autour de... C'est une autofiction, donc on part de... On a le droit à fictionner un peu, changer des choses, mais ça reste vraiment très basé sur mon histoire. Et du coup, forcément, cette histoire te suit. C'est des lieux un peu qui essayent de changer ton comportement. C'est des lieux qui s'agissent avec toutes ces règles sur ta façon de faire. Ils sont une sorte de te redresser. Tu vois, en espagnol, on dit reformatorio,
que c'était réformé en fait. En fait, tu étais mettre à nouveau dans une ligne. Donc, forcément, ça te marque à vie. Ouais. On vous recadre quelque part, Bah ouais. qui n'est pas votre choix. Non, tu peux pas. En fait, cette histoire, il va te suivre partout. En fait, c'est marquant, surtout quand tu as 16 ans, quoi. Alors j'ai envie de revenir à ces trous. Vous l'avez dit au début, vous faites une recherche qui n'est pas du tout sur l'enfermement, mais c'est les retours du public qui vous font dire « Ah, peut-être que mon inconscient a travaillé à l'insu de mon plein gré », comme disait un certain cycliste. On a l'impression, quand vous êtes dans ces trous, d'une espèce de litanie, mais en même temps, il y a beaucoup de gestes qui montent vers le haut, vous regardez le ciel. Est-ce que c'est une recherche de liberté, ça ? C'est une recherche de sortir de ce cercle qui vous entoure ? C'est une bonne lecture. En fait, dans la danse Darwish, il y a ce rapport entre la terre et le ciel et cette envie de peut-être arriver à Dieu. Non, pour moi, un Dieu qui n'existe pas, en fait. Moi, je n'y crois pas, en tout cas. Mais du coup, il y avait cette envie de dire, bon, je vais entamer aussi ce voyage Darwish, voir si j'arrive à le faire, si j'arrive à toucher un peu ça. Parce que c'est une forme de transe, je vous interromps, mais c'est une forme de transe, en quelque sorte. Ouais, c'est complètement... En fait, moi, c'est quelque chose, un spectacle que j'aime beaucoup jouer. Et surtout à vivre, c'est extrêmement... tu commences à tourner, au début, tu vois un peu la lumière qui passe. À un moment donné, tu as les choses concrètes que tu peux voir proche de toi, la main, la roue, la couverture de survie que j'utilise. Mais à un moment donné, tout l'espace extérieur disparaît un peu parce que tu vois quelle lumière. Et à un moment donné, tu passes des caps physiques, des caps des fatigues. Et à un moment donné, forcément, tu t'emballes et tu es dans une forme de transe. Oui. Alors, on peut peut-être rappeler pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, pardon si je raconte mal le spectacle pour ceux qui l'ont vu, mais vous êtes en mouvement perpétuel avec des pas assez répétitifs, mais parfois des changements de pas. Donc, on a ce sentiment que vous êtes à la fois dans une transe et à la fois dans un contrôle parfait du geste. Parce qu'on est dans un spectacle quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Racontez-nous un peu comment vous créez ça. Alors, en fait, j'avais envie, moi j'aime bien dans le cirque et dans le geste circassien qu'on peut développer une matière qui se développe dans la durée. Et du coup, j'ai trouvé dans cette danse Darwish qui avait tout ce rapport au cirque, mais aussi un rapport dansé, un rapport autre. Donc, j'ai essayé de pousser cette piste-là. Et du coup, j'ai construit toute cette pièce dans un seul, on va dire, schéma où je ne m'arrête jamais de tourner. La roue, elle pèse autour des 15 kilos. Quand je tourne, elle devient plus lourde. Parfois, je joue de changement de poids avec la roue ou avec des objets que je vais apparaître tout le long du spectacle. Et cette pièce, je l'ai créée en 2018. Vraiment, c'était une carte blanche proposée par Mathieu Rambols au festival Utopiste. Et j'avais 3 semaines pour le créer, donc c'était vraiment c'est une commande, c'était assez rapide. Et en fait, j'avoue, j'ai craché, j'avais besoin de... C'est une expression qui était très sincère, en fait. Moi, je suis arrivé avec une envie, c'était ça, de faire ce voyage Darwish. Et à l'intérieur, il y a des choses inconsciemment qui sont apparues et des choses qui apparaissent aussi en création, des choses qu'on découvre dans ce schéma. D'autres spectacles, vous faites tourner la roue en marchant derrière, c'est-à-dire vous faites des ronds. Il y a notamment un spectacle magnifique, peut-être vous pouvez donner le titre, sur la mastication. Ça s'appelle Pourvu que la mastication ne soit pas longue. Voilà. Ouais. Et c'est un comédien qui raconte l'histoire de l'assassinat par des policiers, par 41 ou 42 balles d'un noir. Et vous tournez autour avec ces trous et il y a toujours ce côté lancinant, répétitif, presque angoissant, qui nous fait rentrer aussi, nous, spectateurs, dans une espèce de transe ou d'angoisse. Ça, c'est une volonté d'emmener le spectateur aussi là où vous êtes vous ? Oui, je pense que... en fait, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est difficile parfois pas mettre des choses de mon vécu dans mon travail. C'est malgré moi qui apparaît. Et effectivement, l'oppression, c'est quelque chose qui marque mon travail. Enfermement, oppression, c'est des choses qui sont toujours assez pressantes.
Et du coup, j'ai rencontré l'auteur Akimba, auteur guinéen contemporain, et on a fait pour vivre le sujet au Festival d'Avignon. Cette pièce autour de la mort d'Amadou Diallo, qui c'est un Guinéen qui s'est fait tuer dans le Bronx pour 41 tirs de balles. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, j'ai mis cette matière d'Arviche, que ça raconte quelque chose sur instant T, mais qui est là. Moi, j'incarne Amadou Diallo dans cette boucle infinie. Et je trouve que dans cette boucle, on a le droit aussi on peut raconter plein d'autres choses. Et c'est vachement intéressant comment cette matière de cirque avec la roue, elle peut être aussi au service d'un autre propos, non? Et du coup, sur cette pièce-là, moi, je décale un peu la narration de cette pièce, qu'elle est très poignante. Et moi, j'interprète Amadou Diallo. Après, je deviens Rudy Giuliani, que c'était le maire de New York à l'époque. Et oui, du coup, ça amène toujours cette chose d'oppression et de tension, en fait. Il y a une tension, d'ailleurs. Et j'ai senti le vendredi, après avoir joué, que quand la roue elle s'arrête et que la console, les gens font. Ah. Là, wow, D'autant okay. qu'elle met du temps à tomber. Hein. Donc, je crois qu'on le vit. Et c'est la dernière chose, mais en fait, j'ai l'impression qu'avec cette matière-là, il y a une espèce de connexion que ça génère entre moi et le public. C'est peut-être une sorte d'empathie parce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est tourner sur soi-même. Tout le monde comprend la fatigue que je suis en train d'éprouver au plateau. Et du coup, il y a une connexion que c'est assez unique et que sur des autres pièces que j'ai créées, j'ai créé d'autres pièces qu'on a beaucoup tournées, mais je n'ai jamais réussi à trouver la même connexion et même la façon de rentrer, moi, dans l'état au plateau. Cette matière-là, elle permet ça. Et pour ça, aujourd'hui, tout mon travail chez le Axe, dans cette ligne-là de tournée, en fait. Il y a une forme d'empathie du public. Vous avez beaucoup cité le mot « bon, en 88, voilà. Donc vous n'avez pas vécu l'oppression argentine, mais votre maman était une militante. On a eu sous le chapiteau Barnumba hier une conférence qui parlait de la post-mémoire, en fait, de que vivent les enfants, soit de bourreaux, soit de victimes dans les dictatures sud-américaines. Vous faites un peu partie de ces gens qui n'ont pas vécu, mais qui ont quand même vécu par procuration. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Oui, moi, du coup, je suis né en 88, donc je suis né en démocratie, ça, c'est excellent. Et oui, ma mère était militante d'un parti assez engagé en Argentine, avec des copains qui ont disparu, etc. Et du coup, forcément, cette question de la mémoire reste quelque chose de très pressant dans le sein de ma famille. Et du coup, j'ai vécu toute cette période où il fallait un peu donner de bonheur, donner aussi d'autres choses. Une époque aussi où culturellement, c'était une explosion des gens qui avaient le droit à la parole, le droit de dire des choses. Et du coup, c'est quelque chose de mon histoire qui reste assez pressant. Bon, c'était aussi une chouette. En fait, là, en Argentine, à mon époque, la culture, le cirque, tout ça s'est passé dans un centre culturel, une squat. Ça se passait dans des universités, ça s'est passé dans des parcs. Donc les parcs sont les lieux publics sont devenus des grands centres culturels où il y avait des retrouvailles d'artistes où on échange. Donc et gratuit pour le public. Bah oui, suivant quand il y a des spectacles de rue, c'est au chapeau. Mais du coup, il n'y a pas trop de subventions publiques pour la culture, donc forcément, là, tout est prendre fort de bras et t'essayes quand même de faire évoluer, d'échanger, d'être généreux là-dessus aussi pour que toute ces cultures puissent continuer à évoluer. C'était aussi une période post-opératoire, si je puis dire, difficile financièrement. Ah ouais, c'était la crise. Moi, j'ai vécu la crise des années 2000. Et c'était
c'était vraiment très, très dur. Ouais. C'était une époque où même rien qu'acheter un instrument de musique, c'était impossible parce que tu arrives à avoir ton argent pour acheter ton instrument et 2 jours après, ça coûtait 3 fois plus. Donc, tu vois, tu pouvais pas. C'était une période. Ma mère, mais on est en économie de guerre. Et moi, je fais OK, économie L'économie de guerre. Ouais. Ouais. OK, c'est difficile même pour aller prendre des cours, etc. Du coup, tu n'as pas l'argent pour ça. Donc, voilà. Donc, pour ça, après, tu t'arrêtes dans des parcs avec des gens, tu essayes de faire des groupes d'entraînement, d'échanger au max. En fait, ça a mené des autres types des rapports à la culture qui étaient super intéressants, mais à mon avis, pas suffisant. C'est bien qu'il existe ça, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de bien, en fait. Ça serait bien qu'il existe des aides publiques et plus d'argent pour que ces gens-là ils puissent créer et construire différemment, quoi. Je fais des sauts de puce pour éviter d'être enfermé dans le tour de votre roue et pour éviter d'être justement dans cette transe. Alors, je reviens à votre art. Vous avez fait 2 écoles de cirque. J'imagine que vous avez testé d'autres agrès. Est-ce que la roue vous enferme? Est-ce que maintenant, dans cette recherche que vous avez de faire des spectacles avec cet agrès, vous vous en empêchez d'autres ou avez-vous l'impression que c'est vraiment votre choix, votre liberté? Alors moi, j'ai fait plusieurs recherches avec cet objet à une époque. C'était en 2015. Moi, j'aimais beaucoup danser au sol. Du coup, j'ai pris la roue avec mes pieds. Je commençais à la manipuler avec mes pieds. Et cette façon d'aborder la roue, ensuite, il est devenu quelque chose de très popularisé. Maintenant, quand je vais on fait des tournées internationales. J'étais à Séoul, j'étais au Canada, et les gens font ces pratiques-là que j'avais développées à une époque. Et ensuite, j'ai développé aussi avec la compagnie des Mathieu Rambos, la compagnie MPTA, avec Stéphane Kinsman. On a fait Somnium en 2015, Santa Madera. Du coup, on a aussi fait toute une recherche de cet agrès à 2. Et ensuite, du coup, j'ai commence à travailler sur cette matière d'instant T. Donc, moi, j'ai l'impression que moi, dans mon travail, j'essaye dès que je trouve une ligne directive, j'essaye de tirer au max, de voir jusqu'à où je peux amener cette ligne-là. Et pendant la création, il y a des nouvelles idées, des nouvelles choses qui arrivent. Et du coup, je la laisse pour posteriori. Pour dire la rencontre avec l'auteur guinéen. Du coup, ça fait qu'aujourd'hui, sur la nouvelle création, j'aborde un texte au plateau, et du coup pour la suite maintenant j'ai envie de faire il y a un autre projet en cours autour d'un panneau à message, donc maintenant les paroles sont écrites mais peut-être je ne vais pas les dire, donc il y a toujours une piste, mais je garde cette côté de tourner sur moi-même comme une base. Peut-être aujourd'hui l'enfermement reste présent, peut-être restera toujours, ou peut-être ça sera autre chose. Moi je laisse ça super ouvert au plateau. En fait, pour moi, c'est ce qui dicte un peu le travail. Après, c'est le moment des créations. Moi, je peux arriver avec une idée au plateau, mais après, en création, il y a des choses qui peuvent changer. Et c'est intéressant aussi de laisser faire son parcours, parce que c'est là où les choses apparaissent. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on risque bien de vous voir encore longtemps avec ces trous, avec cet objet, mais peut-être de manière complètement différentes à l'avenir, c'est ça? Oui, il y a plusieurs projets en cours. 2025, cette nouvelle création. Il y a aussi, il y a vraiment 3-4 projets, en tout cas pour la suite. Donc, je pense qu'il y aura moyen de me retrouver dans les routes en France et ailleurs peut-être aussi. Alors, on va peut-être tout de suite citer votre site pour ceux qui auraient envie de plus d'informations. www.cie pour compagnie, CIE7, le chiffre bis.fr, donc je le redis en entier sans interruption, www.cie7bis.fr. Là, on peut avoir toutes les informations, votre agenda, j'imagine. Oui, il y a l'agenda, il y a les autres pièces qu'on a créées, il y a plusieurs informations, n'hésitez pas à rentrer, regarder. Il y a aussi là, il y a mon contact, n'hésitez pas, si vous voulez m'écrire, moi je réponds. Les nombreux réseaux sociaux, Instagram, etc., Instagram, évidemment, sous votre nom, Juan Ignacio Tula. Le thème de ces rencontres, c'était cette année les marges. Ça vous inspire quoi, ce mot, les marges? Ça a le droit de ne pas vous inspirer. Hein, mais... Non, mais c'est marrant, quand on dit être à la marge aussi,
c'est être à côté de quelque chose. Si c'est un peu comme je disais tout à l'heure, quand tu fais des parcours d'enfermement où forcément tu marques un truc en toi qui te laisse à la marche, soit dans les jugements, soit dans ton histoire, soit par rapport à la chose que tu as vécue, comment tu vois la liberté dans les autres, et par rapport à toi, c'est pas peut-être la même liberté ou tu la vis pas de la même façon. Donc je pense que sur la marche, il y a quelque chose de ça, d'être à la marche qui me parle. Qui pourrait être une inspiration d'un spectacle? Toujours. Ouais, Tout est toujours. inspiration Non, d'un mais tout est spectacle. inspiration d'un spectacle. En fait, c'est ça qui est, c'est beau et en même temps, parfois, c'est un peu fatigant dans ce travail. C'est que même en vacances, tu es en train de penser, n'importe quelle personne, rencontre, situation, ça peut t'amener à dire ah bah c'est ça en fait, c'est sur ça que j'ai envie de travailler. Et donc, tu t'arrêtes jamais de travailler en vrai. Dire bonjour à quelqu'un, c'est déjà trop, quoi. Ouais, non, mais en plus, Mais c'est créatif. Non, et surtout, il faut être accessible à les choses qui se passent parce qu'en fait, notre métier, il s'agit aussi un peu de refléter ce que ça se passe dans la réalité du monde. C'est un peu notre endroit pour donner de la sensibilisation pour que les gens puissent ensuite imaginer ou penser la chose autrement. Tu vois, aborder l'enfermement avec la roue, bah, du coup, ça mène à un autre endroit dans l'imaginaire de chaque personne, chaque tête. Non? Merci beaucoup, Juan Ignacio Tula, d'avoir été avec nous dans ce dernier Merci, grand Laurence. entretien. Merci beaucoup. Vous nous avez écoutés sous ce magnifique chapiteau. Chaque fois que je parle de ce chapiteau, je dis magnifique parce que vraiment, il est très, très beau. Vous nous avez écoutés aussi sur 106 FM, ici l'ombre, la radio de Concertina. J'avais envie de remercier les techniciens, tant les techniciens du chapiteau, bravo, que les techniciens de la radio qui sont cachés là-bas derrière. Et vous pouvez retrouver cet entretien comme les deux autres sur le site de Concertina. Donc n'hésitez pas à aller voir a posteriori, peut-être pour regarder avec un peu plus, j'adore dire regarder en radio, mais pour écouter avec peut-être un peu plus de recul. Merci beaucoup. Peut-être on va rappeler que ces grands entretiens ont tourné autour de la culture, autour des livres, autour du cirque, donc de l'art, et que ça fait du bien de respirer un tout petit peu. Je ne dirais pas en ces périodes difficiles, parce que je viens de Suisse, donc je suis moins touchée par les élections qui viennent, mais en tous les cas, c'est bon de respirer grâce à la culture. Merci beaucoup.